Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir particulier à Monsieur Kassoum, Monsieur Noé, Monsieur Mahamadi, Madame Jigma et Monsieur Théophile Bouddha. On a du mal à entendre Madame Jigma, votre micro, le son de votre micro est faible. Ah, je disais bonsoir. Ok. Bonsoir, Monsieur Bado. Ah, Monsieur Noé. Ouais, ici, ça va bien et j'espère la même chez vous. Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Dieu merci alors. Monsieur Josué Sanou, bonsoir. Sonia Mariam, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Bado. Bonsoir, tous les participants. Alors, donc, il est 20 heures, il est 20 heures passé déjà ma montre. Donc, très rapidement, est-ce que on peut faire un rappel? Voilà, c'est ce qu'on a vu avant de poursuivre, en attendant que les autres nous prennent en marche. Rappel sur ce qu'on a vu le module passé. C'était mardi. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Un volontaire, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on retient?
Oui, monsieur Mamadi, allez-y. Donc, bonsoir tout le monde. On a vu l'organisation des tâches planifiées le mardi passé. L'observation des tâches planifiées, qu'est-ce qu'on retient? D'accord, donc comme monsieur Mamadi l'a dit, voilà, nous avons discuté la séance passée, notamment mardi, autour donc de l'observation des tâches planifiées. Pourquoi l'observation donc des tâches planifiées? Qu'est-ce que cela représente pour nous en tant que QHSE? Et quel est ce besoin-là donc qui nous pousse donc à observer les tâches planifiées? Et donc, ça s'inscrit toujours dans la même dynamique. Voilà. Partant même de notre rôle, nous sommes responsables donc de la santé et la sécurité de nos travailleurs et protéger aussi les ressources de l'entreprise en travaillant de sorte à ce que toutes nos activités-là n'aient pas ou aient moins d'impact sur l'environnement. Donc, c'est toujours dans ce sens-là que nous essayons donc de mettre en place tout ce qu'on peut mettre, voilà, tout ce qui est en notre capacité vraiment de pouvoir contrôler les différents risques qu'on peut retrouver donc sur nos différents sites. Alors donc, le besoin donc de l'observation des tâches planifiées s'exprime partie du constat de Pareto. Pourquoi Pareto? Parce que Pareto nous dit que nous avons un micro qui est ouvert. Monsieur Kwasi, bonsoir. Le micro est ouvert. Madame Soulama, bonne arrivée aussi. Oui, bonsoir, Monsieur Bado. OK, donc en attendant, je pourrais continuer. Donc, cette observation-là vient du constat donc, de Pareto. Et qu'est-ce que Pareto nous dit? Pareto nous dit, faisons attention, pourquoi? À partir donc de la minorité critique, la règle des 20-80, des 80-20. Donc, et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans le lieu de travail, qui est le lieu de l'implantation donc des postes de travail, on a des postes de travail. Et à chaque poste de travail, on est amené à exercer notre activité professionnelle. Et donc, à chaque poste de travail, on exerce beaucoup d'activités, beaucoup de tâches. Mais parmi ces tâches-là, peu à l'échelle qu'on peut, de façon représentative, exprimer à 20%, au vu donc du risque qu'il expose les travailleurs, ce sont des tâches qu'on n'exécute pas tous les jours, mais dans leur exécution, si on n'a pas un contrôle, ils peuvent donc entraîner plus de 80% donc de dommages. Donc, Pareto nous interpelle à pouvoir encadrer l'exécution donc de ces tâches. Et donc, ça va nous permettre donc d'étiqueter certaines tâches qu'on juge à risque, ou du moins à haut risque, notamment le travail en hauteur, le travail en espace confiné, le travail en excavation, le travail pour le retrait donc des caillebotis, le travail à chaud. Pour ce type d'activité qu'on ne fait pas tous les jours, au vu donc du constat de Pareto et de l'interpellation de la norme qui nous dit de ne jamais négliger un risque dont la probabilité de survenir est faible par rapport donc à sa gravité, ça va nous interpeller à pouvoir encadrer ces tâches-là, leur exécution. Et donc, à travers l'analyse donc des risques qu'on a vu qui se veut être un outil de communication, de formation, de prévention, de participation, tous ces éléments associés donc au permis vont permettre d'encadrer l'exécution donc de ces tâches
qui sont déjà planifiées au préalable. Et c'est quand on va parler donc de tâches planifiées, on ne fera pas allusion donc à l'exécution technique de la tâche, non, parce qu'en tant qu'HSE, nous intervenons dans le plan sécurité, pas opérationnel. Et donc, l'ordonnateur du travail, qui peut être le chef de la mécanique, qui va ordonner le travail, on doit démonter un équipement, etc. Et donc, nous, tout ce qui précède dans la prévention, l'analyse, les permis, se fera donc dans quoi? Avant l'exécution donc de la tâche, partant même du bon. Et donc, après tout cela, après la minute de sécurité, après l'induction, après les sensibilisations, quelle garantie avons-nous que tout ce qui précédait, tout ce qu'on avait mis en place précédemment sera exécuté conformément à ce qui avait été dit? Parce qu'une chose, elle est dit à quelqu'un, porte ton casque, mais on n'a pas cette capacité-là de contrôler quoi, le comportement même des uns et des autres sur le lieu de travail. Parce que ce qui est bien dans un lieu de travail, la seule chose qui nous rassemble, c'est l'activité professionnelle. Et donc, dans ce sens-là, l'observation donc, des tâches critiques vient se positionner comme un moyen pour nous, HSE, de pouvoir prendre tout ce qui est comme situation réelle sur le terrain. Donc, en s'assurant que tout ce qui avait été fait en amont, pendant l'exécution donc, de la tâche, est respecté. Donc, notamment tous les engagements qui ont été pris par les travailleurs dans la rédaction donc, des permis, dans l'analyse donc, des risques, on va s'assurer que tout est respecté. Parce que souvent, dans bon nombre de cas, la présence simple du HSE peut influencer le comportement donc, des uns et des autres. Et donc, c'est dans ce sens-là que ce cours-là donc, trouve tout son sens. Donc, observer donc, les tâches critiques à travers donc, l'ensemble donc, des permis qu'on arrive donc, à mettre en place. Donc, voici un peu les éléments sur lesquels on avait surfé la séance passée. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je vais les prendre rapidement avant de commencer sur ce qui nous concerne ce soir. Questions? D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, on pourra donc débuter. Alors, ce qui nous rassemble ce soir, je rappelle qu'on va parler donc de la CNSS et de la CARFO, qui sont deux institutions locales qui font partie de nos parties prenantes, pertinentes. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du rôle de la CNSS et de la CARFO dans la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, déjà, avant de débuter, pourquoi on a parlé déjà de ce thème-là? Parce que, un, ils font partie de nos parties prenantes. Et deux, en tant qu'employés, nous-mêmes QHSE, c'est toujours bien de connaître tout ce qui est comme loi, réglementation, qui encadre donc nos droits, ce qui nous revient donc de droit en tant que travailleurs d'abord. Donc, ça nous permet vraiment d'apprendre et de connaître beaucoup de choses dans la situation. Donc, je vous invite vraiment à participer, à partager aussi des expériences. Ça va permettre vraiment d'agrémenter ce contenu-là pour que tous les objectifs qui tournent là, autour de cet objectif-là soient atteints. Et donc, si on s'y prend bien, même en 1 heure ou 1h30, on peut le finir. D'accord, la CNSS signifie quoi? Qu'est-ce que la CNSS signifie? Volontaire, CNSS. Ensuite, la CARFO, qu'est-ce qu'elle signifie? La CNSS. Oui, Madame Soulama, son micro est allez-y. Bonsoir, Monsieur Bado. Oui, Bonsoir, chers bonsoir, madame. participants. Pour moi, la CNSS, c'est la Caisse nationale de la sécurité sociale. Caisse nationale de la sécurité sociale. Et la CARFO? La CARFO, un volontaire?
Bonsoir, monsieur Bado. Oui, bonsoir, Monsieur Oui, Kassoum. bonsoir, monsieur Bado. Oui, bonsoir, Monsieur Kassoum. Bonsoir, monsieur Bado, vous me recevez? Oui, bonsoir, Monsieur Kassoum. Apparemment, il y a un problème de réception. Est-ce que tout le monde Oui, m'entend au niveau de Monsieur? ok. Selon moi, la Carrefour, vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5, Monsieur Kassoum. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit, Monsieur Kassoum, 5 sur Ah, 5. ok. Hmm. Donc, je disais, selon moi, la Carrefour, voilà. Donc, selon moi, je disais, la Carrefour, c'est la caisse autonome des retraités fonctionnaires, si je ne me trompe Caisse pas. autonome, donc des retraités, donc fonctionnels. D'accord, autre proposition. Merci, Monsieur Kassoum, autre proposition. Monsieur Sanou, allez-y. Ok, merci bien. Bonsoir à tous. Et pour la Carrefour, je dirais caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Caisse autonome, donc de retraite des fonctionnaires. Merci, Monsieur Sanou. Donc, on va demander de fermer les micros. En cas de besoin de questions, ouvrez votre micro. Alors, donc, comme son rôle, comme son nom plutôt l'indique, pour ce coup déjà qu'ils font partie de notre partie prenante plutôt, donc l'intérêt pour nous, ça sera vraiment de connaître leur rôle essentiel, surtout dans notre domaine d'activité, dans la réparation des accidents de travail et maladies professionnelles. Parce que si on parle réellement danger de santé, sécurité, de maladies professionnelles sur les lieux de travail, ça sera bien de connaître vraiment cette structure-là qui s'occupe de cette réparation-là. Quelles sont ses attributions? Quels sont les règlements donc, qui statuent ces attributions? Donc, c'est la raison pour laquelle, déjà, nous, en tant que QHSE, il serait très, très important pour nous déjà, de les connaître et de connaître les attributions et dans quel cas ces attributions aussi peuvent avoir des limites et comment nous, en tant que personne, en tant que travail, en tant que QHSE, on pourrait aussi faire bénéficier ou du moins sensibiliser de ce qu'on aurait appris de ces deux institutions-là autour donc de nos employés. Un micro est ouvert. Monsieur Kassoum, si c'est pour intervenir, allez-y, sinon on va demander, s'il vous plaît, de fermer votre micro. Ah, non, j'avais oublié de le refermer. Ok, merci. OK, merci. Merci. Et donc, on voit que la sécurité sociale joue un rôle fondamental dans la protection des travailleurs victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Donc, au Burkina Faso, plus précisément, on a deux institutions et cette institution-là peut avoir différentes appellations d'un pays à un autre. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on va parler de CNPS. Donc, d'un pays à un autre, elle peut différencier, mais de façon générale, elles ont toutes les mêmes attributions, que ce soit la CNSS ou encore la CNPS en Côte d'Ivoire ou encore toute autre appellation dans d'autres pays. Mais ce qui nous concerne au Burkina Faso, nous avons deux institutions. Une qui intervient donc dans le domaine privé et l'autre qui intervient donc dans le domaine public. Et donc, comme on l'a vu, pour mieux donc appréhender donc les attributions, ça sera très important de connaître les rôles et les responsabilités dans surtout la réparation des préjudices subis du fait donc du travail. Donc, pour cette formation, déjà, nous allons parcourir tout ce qui est comme obligation réglementaire qui statue donc leurs attributions. Et donc, il est aussi important, comme je l'avais dit précédemment, ça nous permet nous-mêmes en tout cas de nous éclairer en tant que travail, de connaître ce qui nous revient de droit et en même temps donc, nos obligations. Parce qu'on est en même temps travailleur, partie prenante aussi donc de toute entreprise avant d'être QHSE. Donc pour ce faire, on va regarder aussi deux vidéos. Je ne sais pas si à votre niveau le son sera là ou ne sera pas là. Sinon après, les vidéos seront mises en tout cas à votre disposition. Donc c'est des témoignages donc, qui sont aussi faits.
Je sais pas si c'est moi seul, hein. Je n'entends plus rien. Moi également, je n'entends pas. D'accord, donc c'est un problème récurrent. Donc, je ne savais pas aussi que les vidéos de votre côté, on n'arrivait pas à entendre les sons. Donc, je viens de mettre ça dans le groupe. Donc, on peut mettre ça dans le groupe. Vous pourrez écouter et ensuite on reviendra rediscuter. Voilà, donc je pense qu'il est partagé dans le groupe. Alors, pour ceux déjà qui arrivent à le... Donc, est-ce que certains ont déjà vu la vidéo? Donc, on regarde les deux vidéos très rapidement et ensuite on reviendra discuter. Une main levée, allez-y. Monsieur Mahamadi, allez-y. Ok, donc, bonsoir, M. Bado. J'ai déjà pas la vidéo. Ok, pas ces mêmes vidéos, mais en direct avec les gars de ABVF qui a fait jusqu'à deux ou trois parties. J'ai du mal à vous comprendre, Monsieur Notre Mahamadi. site pour la disponibilité sensibilisation. Ce qui les a arrivés pour les douleurs que
La connexion est mauvaise à votre niveau, monsieur Mamadi. Donc, pour les autres, la vidéo se trouve dans le groupe. Voilà, je pense que si c'est bon, on pourra rediscuter là-dessus très rapidement avant de poursuivre. Oui, monsieur Badou, est-ce que vous me recevez? Est-ce que je peux? Recevez, monsieur Badou. Oui, monsieur Kwasi, on vous reçoit 565. Oui, j'ai un problème crucial de connexion. Voilà, nous sommes très loin sur cette plateforme, le réseau déconne. Donc, c'est pour ça que vous ne me OK. voyez pas souvent. Je comprends, monsieur Kwasi. Beaucoup de courage. Voilà, on pourra peut-être mieux discuter en inbox. Il n'y a pas de problème. Sinon, Ok, pour le bien, groupe, merci beaucoup, merci. voilà, c'est ça. Merci. Pour les autres, est-ce que tout le monde a quand même lu la vidéo? Bon, bonsoir, Monsieur Bado. Moi, ma Oui, monsieur connexion est un peu Zababa. faible, donc je suis en train de télécharger ça. OK, donc en attendant, je pense qu'on pourra relire et vous allez me dire si vous écoutez. Donc, je vais partager le son par un autre moyen. Si vous entendez, merci de faire signe. Oui, oui, on vous entend. On n'entend plus rien encore. C'est Bado. On n'entend plus rien. Allô, c'est Bado. C'est le signal qu'on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Vous n'entendez plus rien? Non, non. Ah. Moi, à mon niveau, en tout cas, je n'entends rien. Pour les autres, merci de confirmer pour qu'on essaie de trouver une solution rapidement. Donc, on a deux alternatives. Les vidéos sont partagées dans le groupe. Sinon, je suis en train de partager le son aussi. Donc, il faudrait que les autres arrivent à réagir aussi rapidement pour qu'on essaie de situer le problème. Bon, ici aussi, je n'entends plus rien. Mais la vidéo, je Oui, suis j'ai en train de coupé. la télécharger. Moi, j'arrive à bien suivre dans le groupe. Là-bas, il n'y a pas de souci. OK, là, c'est bon. Moi, je n'entends plus rien comme son. D'accord, donc je pense qu'en attendant, on va poursuivre. Donc, pour ceux qui ont déjà entendu la vidéo, pour le reportage de la RTB, est-ce que quelqu'un peut expliquer rapidement, de façon succincte, ce qui se passe? Ensuite, on va passer à la seconde vidéo. Merci. Monsieur Kassoum, votre micro est ouvert si c'est pour... Allez-y.
Un volontaire pour ceux qui ont écouté la vidéo. Oui, monsieur Sanou, allez-y. Ok, bon, je viens d'écouter, j'ai pas pu vraiment tout cerner vu qu'on discutait en même temps dans le groupe. Bon, le monsieur là, il travaillait dans une entreprise où il travaillait sur les tôles. Maintenant, il y avait une machine qui était là et il était chargé en fait d'installer les tôles à l'intérieur, un truc pour faire un broyage des bords, je crois, si j'ai bien compris. Et malheureusement, un jour, bon, il avait l'habitude de faire le geste. Et un jour, bien, sa main est rentrée dans la main. Il a voulu juste, je dirais, replacer une tôle et sa main est rentrée dans la machine. Donc, ça a broyé les quatre doigts. Maintenant, bon, après, il était vraiment accompagné par la caisse, si j'ai bien compris. Mais au niveau du lieu de travail, il était un peu, comment dirais-je, bon, victimisé. Voilà. Apparemment, on ne parlait pas en bien, voilà, de son état et tout. Vu qu'il ne travaillait plus très bien comme ça. Donc, bon, il a décidé de démissionner et de créer une association qui va soutenir les personnes qui ont été victimes d'accidents de travail. Bon, de façon un peu résumée, ce que j'ai pu comprendre. D'accord, merci, monsieur Sanou. Très bon résumé. Donc, voici un peu c'est monsieur Sanou qui vient de planter le décor. C'est ce qui est dit dans la vidéo. Donc, pour les autres, ils pourront donc revenir là. La deuxième vidéo aussi, pareil. Voilà, le reportage aussi de la NCI. Donc, dans les conditions dans lesquelles beaucoup de travailleurs sont, voilà, pour ceux qui sont déclarés, on en a vu un exemple, et aussi pour ceux aussi qui ne sont pas déclarés. Donc, ça permet vraiment de mettre en lumière les enjeux réels des difficultés, donc, que ce soit au niveau des travailleurs ou de toute autre entreprise. Donc, il est très, très important déjà pour nous en tant que HSE, déjà en tant que salarié et en même temps en tant que personne chargée donc, de veiller sur la protection donc, de nos travailleurs. Parce que derrière ça, on arrive à comprendre que, surtout plus en Afrique, derrière chaque famille, il y a une ramification de petites familles ou des personnes qui, euh, chaque jour, chaque jour, par exemple, sortent pour aller travailler à la sueur donc, de leur front. Et quand ils sont victimes, par exemple, d'un accident, que ce soit avec arrêt sur une longue période, vous allez voir qu'après, ces personnes-là deviennent donc des personnes qui subissent tout le poids de la société. Et ça met beaucoup de familles dans le dénouement. Donc, voici un peu voilà, ce reportage-là pour ceux qui on pourra encore plus discuter en profondeur. Donc, on revient déjà sur ce qui nous concerne. La CNSS, qu'est-ce que c'est? C'est la Caisse nationale de sécurité sociale pour les salariés du secteur privé. Et je précise que c'est dans le contexte burkinabé. Sinon, en Côte d'Ivoire, pour M. Kouassi particulièrement, on va parler de CNPS. Et la CARFO, c'est la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires pour les agents publics de l'État. Deux différentes institutions avec deux publics cibles différents, mais qui ont à peu près les mêmes attributions, lesquelles c'est de gérer tout ce qui est comme réparation dans le but donc de contribuer à l'amélioration donc d'un cadre de travail qui est sain, sécurisé donc pour tous les travailleurs. Et l'accident de travail, comme on l'avait vu précédemment, nous, ce qui nous intéresse en tant que QHSE, c'est accident de travail, maladie professionnelle. Accident de travail, c'est tout accident survenu à un travailleur par le fait ou l'occasion de son travail. On avait tantôt parlé dans le cours récent sur la circulation en entreprise. Il y a trois types d'accidents de travail. L'accident 1 sur le lieu de travail, l'accident sur le trajet domicile-travail et l'accident donc lorsque le salarié se trouve en mission. Par contre, la maladie professionnelle, elle, ça sera toute maladie contractée en raison de l'exposition à un risque professionnel non connu. Dans ce cas, on va parler donc de maladie. Pourquoi ces deux éléments? Parce que ce soit donc des maladies professionnelles, il y aura forcément donc des dommages. S'il y a dommage, il faut qu'il y ait réparation. S'il n'y a pas réparation, de toute façon, ça va imputer donc à l'entreprise. Ça aura donc des conséquences sur l'entreprise, que ce soit au niveau donc de la productivité, que ce soit donc au niveau donc de l'absence même de ce dernier, si c'est une personne qui est très compétente, ainsi de suite. Donc, d'un côté comme de l'autre, ça a forcément un coup donc sur l'entreprise. De l'autre côté, au niveau donc de l'employé également, avec les vidéos qu'on vient de voir, tant qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Raison pour laquelle l'État, qui est le premier garant donc de sa population, essaie donc de mettre des garde-fous pour protéger donc sa population. Parce que dans le contrat du travail, il faut que trois éléments soient rassemblés
pour qu'un contrat de travail soit valide. On a l'activité professionnelle. Vous me recrutez, c'est pour soulever des sacs de ciment. Ça, c'est l'activité professionnelle. 2, on a le salaire, parce que le contrat de travail, c'est tout contrat qui peut être écrit ou verbal, qui met en lien donc quoi l'activité professionnelle. Ensuite, la rémunération pour l'activité professionnelle qui sera faite et le lien de subordination qui montre que vous allez travailler sous l'autorité donc de telle personne. Et donc, on arrive à comprendre que quand on parle donc de travail, d'activité professionnelle, la personne en lui-même ne rentre pas en ligne de compte. Mais après, on comprend que l'homme s'instincte. Quand l'homme va s'instincter, pendant qu'il rentre fort, il rentre jeune dans un milieu professionnel et qu'on le paye pour son salaire, mais si on n'arrive pas vraiment à gérer son corps, demain, il ne sera plus à mesure, parce que sous le poids déjà du travail, de pouvoir subvenir lui-même à ses propres besoins. Si, il contracte une maladie professionnelle, vous arrêtez le travail, on vous dit que vous avez un cancer, vous ne travaillez plus, souffrez que ça sera difficile pour pouvoir vous en sortir. Deuxième niveau, les accidents professionnels. Il y a des accidents professionnels donc, qui peuvent entraîner donc, des arrêts, qui peuvent aussi jouer même sur la personne physique même, que ce soit donc, de façon partielle donc, ou totale. Donc, l'un dans l'autre, on arrive à comprendre que, attention, que ce soit au niveau donc, de l'État, à travers donc, la mise en place donc, de ces institutions-là, contribue donc à prendre les besoins donc, des travailleurs sur le lieu de travail et encadrer donc leur activité professionnelle pour que chacun puisse rentrer donc sain et sauf à la maison. Et même s'ils ne vont pas pouvoir rentrer sain et sauf, il faudrait que ce soit au niveau des accidents professionnels, que ce soit aussi au niveau des maladies professionnelles, la probabilité même de survenir va tendre au moins vers le niveau le plus bas possible. Alors, donc, l'accident de travail, si on va parler donc d'institution, il faut qu'on statue avec quoi? La réglementation en vigueur. Qu'est-ce que les tests disent? Parce que quand un problème arrive, on va toujours avec les référentiels qui encadrent. Et donc, c'est sur ces mêmes référentiels-là qu'on doit discuter. Alors, donc, selon l'article qui régit donc la sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés assimilés au Burkina Faso, elles sont déjà accessibles. L'accident de travail, c'est l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. Parce qu'une enquête sera diligentée après, mais quelle qu'en soit la cause, c'est un accident de travail. Si et seulement si elle est faite à l'occasion donc de l'activité professionnelle pour laquelle il a été recruté. Il en est de même pour l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet aller-retour, parce qu'on prend en compte quoi? Le trajet aller-retour en prenant en compte le domicile primaire et secondaire. Si le monsieur ou madame dépose ses enfants à l'école, ensuite, au lieu de restauration, chaque midi, si la cantine, par exemple, est externe au lieu de l'entreprise, tout ça, on se dit non, c'est pas le biais donc, de l'activité professionnelle. Ou aussi doit aller percevoir donc sa rémunération. Tant que c'est l'activité, c'est fait par le fait donc de l'activité professionnelle, on parlera donc d'accident donc de travail. Donc, l'accident survenu à un travail pendant le trajet aller-retour entre sa résidence ou le lieu où il prend ordinairement ses repas et le lieu où il effectue son travail ou perçoit sa rémunération dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant donc de l'emploi. Donc ça, c'est ce que la loi dit. Donc à chaque fois qu'il y aura accident de travail, on va toujours faire sortir ce référentiel-là pour voir dans quelle mesure l'accident qui a été contracté là va dans le même sens que ce que la loi dit en ce moment pour être pris en charge, ou si elle est dictée par l'intérêt personnel. En tout cas, voilà, la suite dira, voilà, si c'est un accident ou pas. Donc, l'accident survenu aussi pendant les voyages, dont les frais sont supportés par l'employeur. Donc, dans un contrat du travail, il peut y avoir donc des clauses, les clauses de diffamation, les clauses de non-concurrence, les clauses de mobilité. Donc, s'il arrive que l'employeur dise que pour les besoins donc, du travail, vous serez amené pendant l'exécution donc, de votre tâche à aller travailler soit sur une longue distance dans d'autres pays, dans d'autres villes,
tant que c'est pour l'activité professionnelle, je précise aussi que même avec ça, les voyages professionnels aussi sont encadrés. Avec la circulation d'entreprise, on est beaucoup plus rentré en profondeur. En tant que nous, en tant qu'HSE, quels sont les garde-fous qu'on va mettre pour accompagner donc les ordres de mission et tout ce qui va avec. Donc, lorsque c'est pour l'activité professionnelle et que même dans cette activité professionnelle, dans le voyage, l'accident n'est pas la cause d'un motif personnel, elle peut être présumée, voilà, comme un accident donc, de travail. Pour les fonctionnaires d'État, parce qu'on a deux institutions, la CARFO et la CNSS, qu'est-ce que les tests disent? Tout accident survenu au cours d'une activité commandée par le service est considéré comme accident de travail. Donc, toute activité qui est commandée par le service, ça sera forcément considéré donc comme un accident donc, de travail. Et on rentre beaucoup plus en profondeur pour dire encore que est considéré comme un AT, accident de travail, l'accident survenu à un assuré par le fait ou à l'occasion du service qu'il y ait ou non faute aussi donc de sa part. Tant qu'un accident dicté par l'activité professionnelle sera considéré donc comme un accident donc, de travail. Et on va encore plus loin avec tous les détails possibles. Parce que on nous dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il est très important pour nous de toujours encadrer nos actions, nos activités en fonction des référentiels connus. Le micro est ouvert. OK, c'est bon. Donc, l'accident survenu à un assuré pendant le trajet aller-retour entre sa résidence ou le lieu où il prend ordinairement ses repas et le lieu où il effectue son travail ou perçoit sa rémunération. Dans la mesure où le parcours encore, on précise que ce soit encore pour le public comme pour le privé, n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté encore par l'intérêt personnel ou indépendant donc de l'emploi. L'accident survenu aussi pendant les voyages ou mission aussi par l'employeur donc qui est l'État. Donc voici ce que la loi dit par rapport à un accident de travail. Donc on va adopter le mot présumé. Après maintenant enquête, la CNSS verra si vraiment ça va dans le même sens que ce que la loi dit. En ce moment, la réparation se fera. Dans le cas contraire, la réparation peut ne pas donc se faire. Maladie professionnelle est considérée comme maladie professionnelle toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Donc, même quand on va parler donc de maladie professionnelle suite à une exposition, parce qu'on a vu que nous, danger, c'est une menace qui a un potentiel de pouvoir créer quoi? Des dommages. Quels dommages? Ça peut être des maladies, etc., etc. Et donc, on va parler donc du risque, qui sont ces dommages-là, pour évaluer le risque, la gravité de l'exposition. Mais la maladie professionnelle, suite à une exposition, qu'elle soit prolongée ou pas, lorsqu'elle est en lien avec notre activité professionnelle, il y a normalement maladie professionnelle. Sauf que l'État encore vient encadrer les différentes maladies professionnelles et les conditions dans lesquelles ces maladies professionnelles doivent être contractées pour être considérées donc comme une maladie professionnelle. Alors, donc, est également présumé, il y a toujours cette présomption-là qui est déjà là d'abord. Donc, est également présumé d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau de maladies. Donc, on prend le cas où elle est encadrée dans le tableau des maladies professionnelles dicté par l'État. Dans le cas échéant aussi, voici la suite. Lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès ou une incapacité de celle-ci, qu'elle soit totale ou partielle. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? Un avis motivé d'un comité santé-sécurité par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé est constitué donc du médecin conseil de l'établissement public de prévoyance sociale et des régimes et du médecin même traitant et d'un expert désignant par le ministère. Donc, voici la suite. Lorsque, suite à une exposition, un travailleur tombe malade et qu'on voit que cette maladie n'a pas un lien avec les tableaux qui avaient été définis au préalable par la loi, voici les conditions déjà qui font mention
pour qu'elle soit intégrée comme maladie professionnelle. Elle doit avoir donc être motivée par un avis donc d'un comité. On a vu que on parle donc de comité santé-sécurité lorsqu'on a au moins 30 travailleurs. Il faut obligatoirement donc mettre en place un comité santé-sécurité. Donc, il faut déjà que ce comité-là déjà atteste. Et ce comité-là, c'est qui? Et ce comité-là, donc, il va gérer tout ce qui est comme gestion donc, de santé-sécurité donc, au travail. Ensuite, il faut aussi un suivi donc du médecin traitant. Médecin donc quoi? Soit de l'Office de la santé des travailleurs et le médecin qui va prouver que par A plus B, la maladie dont vous souffrez là, elle est en lien réel avec votre activité professionnelle. Donc, voici ce que l'article 53 dit. Si on va encore en profondeur, pour les fonctionnaires d'État, une maladie sera considérée comme professionnelle. Toute maladie imputable au service ou étant la conséquence soit d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit d'une agression subie à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La loi, elle est là. On ne dévie pas. On ne peut pas aussi transgresser la loi. On reste sur ce que la loi dit. Donc, il est très important de prendre connaissance de ce qu'elle dit. Ça nous permet, nous aussi, déjà de mieux accentuer nos plans d'action sur le site. Parce que dans bon nombre de cas, il peut y avoir accident, mais dans le cas où il n'y a pas de réparation, là, il y a beaucoup de dommages et conséquences même, que ce soit pour le travail et même pour l'entreprise. Ensuite, on poursuit encore, on nous dit, est considérée comme maladie professionnelle toute maladie encore désignée dans le tableau des maladies professionnelles dans les conditions mentionnées dans le dit tableau. Et ici, on va encore pour la poursuite. Si elle n'est pas, voici les mêmes conditions reviennent, que ce soit à titre pour le privé ou pour le public, encore le comité et le médecin donc traitant aussi, souvent qui relève avant que la prise en charge de la CARFO donc soit faite. Les maladies à caractère professionnel aussi, une main levée, donc je ne vois pas. Oui, Si, oui, allez-y. monsieur Bado, je voudrais poser une question. Je veux Allez-y, savoir monsieur Kwasi. si je veux savoir si toutes les maladies professionnelles sont universelles. Est-ce qu'il y a c'est un catalogue pour tous les domaines? Merci. D'accord, donc est-ce que toutes les maladies professionnelles sont universelles? Un catalogue est connu. Déjà, comme je l'avais dit déjà précédemment, que ce soit au Burkina ou dans tout autre pays, on a forcément donc ces institutions-là qui sont mises en place. Je pense en Côte d'Ivoire, c'est la CNPS. Voilà. Et donc, ils ont forcément un temps soit. Oui, allez-y, allez-y. Oui, monsieur Kwasi, allez-y. Monsieur Kwasi, un micro. Allez-y. Est-ce que monsieur Kwasi nous reçoit? Si c'est pour une question, Il est allez-y. bien en question. Ouais. Non, il est fini. Merci. OK, merci, merci. Et donc, vous allez voir d'un pays à un autre, le nom peut être différent, mais ils ont généralement ou à peu près les mêmes attributions. Et donc, les maladies supposées professionnelles, en fonction de ce que la réglementation dit, parce que chaque pays a sa réglementation, qui peut ne pas dépendre, parce que c'est l'État qui est le premier garant donc, de la sécurité donc, de sa population. Donc, dans ce cas de figure-là, ici, précisément au Burkina Faso, il y a cette étude-là qui avait été déjà faite où des maladies supposées être professionnelles sont déjà encadrées dans un tableau, chose qu'on verra par la suite, et les conditions dans lesquelles elles doivent être considérées comme une maladie professionnelle. Donc ça, c'est déjà écrit au préalable. Même si c'est les tests qui doivent être mis à jour, ça, ce sont les réalités, parce qu'aujourd'hui, le monde de l'emploi évolue, les procédés évoluent, donc les contenus aussi, et même les risques même évoluent. Donc, ce sont des tests donc, qui peuvent être révolus, qui ont besoin réellement donc, de mise à jour. Mais de façon universelle, non. Parce que chaque pays a quand même aussi le caractère donc, pour pouvoir dire qu'une maladie est considérée comme professionnelle. Donc, en Côte d'Ivoire, je pense que dans la loi, on peut avoir aussi un référentiel qui va dicter dans quelles conditions une maladie, elle est toujours encadrée. Sauf qu'elle peut différer d'un pays à un autre. Donc, voici un peu M. Kwasi. Est-ce que M. Kwasi nous reçoit? Oui, je vous reçois bien et bien
J'ai bien saisi, j'ai bien saisi. Merci, M. Bado. Voilà. Merci. Donc, maladies caractère professionnel sont des maladies présumées. Il y a toujours cette présomption-là qui est là, d'origine professionnelle, mais qui ne figure pas sur la liste officielle établie par le pouvoir public. Et ce pouvoir public-là est différent forcément d'un pays à un autre. Donc, elles ne sont indemnisables que sous certaines conditions, mais elles doivent être systématiquement déclarées, tout comme les maladies professionnelles indemnisables par tout médecin praticien en exercice public ou privé selon le Code de la santé publique. Donc, tout est connu. Et plus on avance, il est dans notre devoir donc de connaître notre obligation. Chose qu'on ne le souhaite pas parce qu'il peut arriver, on est avant tout travailleur déjà en tant que QHSE. Donc, c'est très important de connaître notre obligation en tant que quoi? Victime, au cas où on est victime, ou même aussi d'être porteur de cette information auprès de nos différentes familles, parce que beaucoup l'ignorent. Beaucoup aujourd'hui souffrent donc de ces injustices-là qui ne disent pas son nom. Donc, c'est très important pour nous déjà de les connaître. Déjà, en tant que QHSE, on a mis en place des procédures sur le terrain. On a vu ce que c'est un accident. L'accident, il y a dommage. Incident déjà, c'est un accident évité de justesse et le casier incident va se situer donc avant l'incident. Et donc, on arrive à comprendre qu'on va mettre en place des procédures de déclaration d'accident ou dans d'autres cas aussi d'incident. Où on va amener chaque travail. Si vous avez un accident, on a vu qu'un accident, si on parle d'accident, il y a une psychique. Et donc, on va dire au travail, s'il y a un accident, déclarez. Voici la procédure. Soit c'est une procédure donc, sur un support papier, ou soit donc c'est une procédure donc, sur un support numérique. Chez nous, par exemple, on a conçu une application donc, pour cela. Donc, où on a formé chaque travailleur, ou quel qu'en soit l'endroit où il est, s'il il est victime ou il est témoin, il peut remplir donc, et nous, ça nous permet déjà de voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, lorsqu'on est un salarié victime d'un accident de travail, il est obligatoire donc de pouvoir signaler à notre employeur maximum dans les 24 heures. Si c'est une maladie professionnelle, la date de la première constatation est assimilée au début de la maladie. Ça, c'est ce que la loi dit. Donc, en tant que blessé, en tant que personne malade, pour la blessure, on a 24 heures pour pouvoir signaler auprès de notre employeur. Si c'est une maladie professionnelle, à la première constatation, on doit quand même signaler. Parce qu'on a vu donc les visites médicales qui accompagnent le monde de l'emploi. Avant l'embauche, pendant l'embauche, on a des visites aussi qu'on fait donc de façon occasionnelle pour revoir réellement et même l'après-embauche. Donc, ça permet déjà de pouvoir les gérer. Et donc, quel est le rôle de la CNSS qu'on a longtemps parlé? Pour voir déjà leur attribution. La CNSS, qui est la Caisse nationale de la sécurité sociale, prend en charge les salariés victimes d'accidents sur leur lieu de travail ou pendant les trajets ou encore lorsqu'ils sont en mission, ainsi que les maladies provoquées par le travail. Donc, on a toujours donc l'activité professionnelle. Mais avant ça, avant de parler même déjà de leur rôle, c'est très important donc de savoir comment on arrive déjà à bénéficier donc de ces rôles-là. Peut-être un volontaire pour nous expliquer comment on peut être bénéficiaire donc des attributions de la CNSS. Un volontaire, ça va nous permettre déjà de savoir dans quelle mesure on peut bénéficier donc de ces offres. Comment? Pour bénéficier donc des attributions de la CNSS, qu'est-ce qu'il faut? Volontaire, 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 volontaire. Monsieur Kara, allez-y. Bonsoir, M. Bado. Et bonsoir à tous les participants. Peut-être Bon, deux pour micros moi, sont ouverts, soit l'ordinateur ou le téléphone. OK. Et pour bénéficier de... Vous avez dit pour bénéficier de, Oui, du rôle de la CNSS. voilà, du rôle de la CNSS, je pense qu'il faut d'abord être
déclarer, comme on le dit, à la Caisse nationale Il de faut être la d'abord sécurité sociale. déclaré. Voilà, Il faut être d'abord déclaré. c'est ça, je Et voulais. qui fait la déclaration? On doit être déclaré par qui? Bon, par l'entreprise qui nous a recrutés en tant qu'un Donc, on doit être travailleur de déclaré. cette entreprise. C'est ça. Et donc, on doit être Voilà. déclaré déjà par notre employeur. C'est lui déjà qui va faire la déclaration. Et ensuite, quand on est déclaré, qu'est-ce qu'on a pour pouvoir jouir donc de ces attributions-là? Quand on est déclaré, une fois déclaré, qu'est-ce qu'on doit nous remettre? Et donc, lorsqu'on est déclaré, oui, monsieur Mamadi, allez-y. Oui, quand on a déclaré à la CNSS, on doit avoir notre numéro de 8 chiffres avec dans ton salaire et une coupure que la CNSS enlève sur ton salaire. Donc après C'est ça. maintenant, ta retraite, à ton retraite maintenant, que la CNSS calcule si c'est ton caution est arrivé, que la CNSS calcule maintenant. C'est ça. Merci, monsieur Mamadi. Merci. Donc, déjà, pour jouir donc, Et des pour t'accompagner attributions, lors de donc, ta retraite en 3 mois. merci, merci, monsieur Mamadi. Alors, Monsieur donc, Malo? oui, allez-y, monsieur Kwasi. Oui, ici, par exemple, à la CNPS, il y a un certain nombre d'années. Il faut faire d'abord, je crois, que c'est 15 ans avant de Oui, pouvoir en juger. Donc, l'entreprise te déclare. Ensuite, on te donne un matricule, mais ça oui, ne suffit pas. Il y a un certain nombre de temps qu'il faut passer avant de c'est ça. pouvoir bénéficier. Merci. C'est ça. Merci, merci, monsieur Kwasi. Donc, ça nous donne aussi une autre réalité donc, de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, c'est le même schéma. Voilà. Donc, une fois que on verra donc quels sont les tests qui encadrent, bien sûr. Lorsque on a un emploi, l'entreprise est notre employeur. Et l'entreprise a 8 jours pour nous déclarer donc à la CNSS. 8 jours pour nous déclarer à la CNSS. Une fois que la déclaration est faite, on a droit donc à un identifiant CNSS avec une carte CNSS. Et cet identifiant-là qui va représenter donc notre numéro. Parce qu'on a vu que la CNSS, à travers donc son rôle, veut veiller donc à ce que pendant notre activité physique où on a la force, mais si qu'on arrive à la retraite où on est blessé, il faudrait qu'on doit le fruit de cette activité-là doit nous aider, que ce soit pendant notre vieillesse ou avec les blessures, de pouvoir vraiment nous en sortir. Et donc, des cotisations donc, seront faites à la base donc d'un numéro identifiant qui est personnel et qui nous suit à vie. Donc, on va rentrer encore beaucoup plus dans les détails. Donc, de façon succincte un peu, voici le chemin par lequel la déclaration donc, se fait. Alors, la CNSS prend en charge les salariés victimes d'accidents sur le lieu de travail ou pendant, ainsi que les maladies provoquées par le fait du travail. Elle assure, la prise en charge des soins médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, hospitaliers, de rééducation et les frais de transport liés, à l'accident. C'est-à-dire ça, c'est s'il y a un accident. Voici ce qu'elle va prendre en charge. Ensuite, le versement d'indemnités journaliers dès le premier jour d'arrêt de travail. Et pour cela, dans nos statistiques santé-sécurité, ce n'est pas tous les accidents qu'on va prendre en compte. Il y a des accidents avec arrêt, il y a des accidents sans arrêt. Ensuite, donc, il y a des fatalités qui sont là. L'accident avec arrêt, forcément, ça aurait un impact qu'un accident sans arrêt sur le lieu de travail. Donc, quelqu'un, en fonction de la réglementation, que ce soit un saisonnier, que ce soit un diplômé, chaque personne, en fonction de la réglementation, a
le minimum donc, de son salaire qu'il doit pouvoir avoir. Donc, tout est déjà encadré. Un saisonnier, il y a le prix qu'on doit pouvoir le payer par jour, de même aussi que quelqu'un qui a le niveau licence ou encore le niveau master, etc., etc. Et donc, en fonction de ça, s'il n'arrive que vous ne travaillez pas, vous êtes blessé par le fait de l'activité professionnelle. Donc, il y a des indemnités qu'on doit vous verser et la CNSS encore intervient. Ensuite, l'attribution d'une rente en cas d'incapacité, donc de diminution de la capacité de travail. Comme la vidéo précédente, le monsieur, il est rentré dans le service, toutes ses mains étaient au complet, ses doigts plutôt, mais il a perdu donc ses doigts. Donc, on lui versait donc une rente d'incapacité partielle. Ensuite, la gestion des procédures de reconnaissance et de déclaration des accidents des maladies professionnelles. Toutes ces prestations sont financées par la CNSS, tandis que les soins de première urgence, voici on fait la part des choses, sont à la charge de l'emploi. C'est-à-dire, lorsque vous avez des blessures, les premiers soins d'urgence là sont à la charge de votre employeur. Ensuite, tout ce qui va suivre là, c'est la CNSS donc qui fait. Mais les premiers soins de première urgence sont à la charge donc de l'employeur. Beaucoup plus loin, les prises en charge médicales. Dès la survenue d'un accident ou de maladie professionnelle, l'employeur doit assurer les soins de première urgence. Ça revient de droit à l'employeur. Ensuite, la victime est orientée vers un centre médical agréé. Tous les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, de rééducation liés à l'accident sont pris en charge à 100% par la CNSS. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il est très important de connaître ce qui doit nous revenir de droit. En cas d'indemnisation, qu'est-ce qu'on dit? Si l'accident entraîne un arrêt de travail, dans ce cas de figure, la victime bénéficie d'indemnités journalières égales à quoi? Aux 2/3 de son salaire journalier. Si quelqu'un déjà, ce calcul est déjà préétabli, hein, quelqu'un qui touche 100 000, on va diviser pour voir sur les 8 heures de travail, il doit avoir combien par jour. Donc, on va lui payer 2/3 pendant qu'il ne travaille pas. Et c'est à juste raison parce que s'il n'y a pas d'activité professionnelle, il n'y a pas de salaire. Le salaire, c'est la contrepartie donc d'une activité professionnelle, moyennant une certaine rémunération. Donc, la CNSS en ce moment, en cas d'incapacité partielle ou totale, elle va verser donc une rente d'incapacité qui est calculée selon le taux d'incapacité. Et tout ça, c'est déjà encadré donc par des tests. Ensuite, pour les cotisations, comment ça se fait? Mais pour qu'on arrive à bénéficier donc de toutes ces choses-là, la CNSS oblige l'employeur et nous-mêmes en tant que bénéficiaires de pouvoir aussi contribuer. Parce que l'argent que la CNSS va prendre pour couvrir toutes nos charges là, ça ne tombe pas du ciel. Comme d'autres le disent, la CNSS n'est pas le Père Noël. Donc, les cotisations sociales à la CNSS sont obligatoires pour les employeurs et salariés du secteur privé, parce qu'on est en train de parler donc de la CNSS. C'est obligatoire pour l'employeur et aussi pour le salarié. Et c'est calculé donc sur la base du salaire brut. Si on parle donc du salaire brut, il y a le net. La différence entre le salaire brut et le salaire net, qu'est-ce que c'est? Le salaire brut, c'est le salaire déjà qui est calculé sur une certaine base d'abord avec toutes les indemnités donc, qui vont avec indemnité de logement, indemnité de transport, en tout cas tout ce qui est comme bénéfice qui doit accompagner donc votre salaire. C'est ce qui détermine le salaire brut. Ensuite, ce qu'on doit vous verser chaque fin du mois, ça on appelle le salaire net. Le salaire net, c'est ce qu'on va vous verser après avoir coupé tout ce qu'on doit couper, c'est-à-dire la CNSS. Ensuite, si on doit vous couper l'UTS pour le cas donc des travailleurs du Burkina Faso, les taxes qui accompagnent la taxe donc, du patronat, ça aussi on doit le couper dedans. Donc, après avoir coupé tous ces éléments-là, il y a le net à payer. Donc, quelqu'un peut avoir un salaire brut de 300 000, mais le net à payer, quand on va couper l'assurance, la CNSS, tout ce qui va avec, peut-être on va lui verser 257 200. Donc, voici un peu la différence entre le brut et le net. Et donc, les calculs se font sur le brut d'abord. Et comment ça se fait? Le taux global de la cotisation pour une seule personne, pour un seul salarié, c'est 21,5%. C'est-à-dire, M. Josué Sanou est travailleur. La CNSS, une fois qu'on le déclare la CNSS, chaque fin du mois, il doit voir sur le compte de Josué Sanou 21,5% de son salaire brut qui est versé.
Mais sauf que ces 21,5% là sont répartis. L'employeur qui est le premier responsable de SANU, lui, il va contribuer dans les 21,5% là à 16%. Les 16% là, il ne va pas couper sur le salaire de M. Sanou. Il est obligé donc de payer les 16% qui sont coupés sur le salaire de M. Sanou. Ensuite, dans le salaire de M. Sanou, là, on va couper chaque fin du mois 5,5%. Donc, voici comment le calcul est fait. Et la loi dit que pour tout employeur qui a au moins 20 employés, lui, qui a au moins 20 employés, cet employeur-là doit verser, contribuer tous les jours tous les mois à la CNSS. Mais s'il a moins de 20 employés, cette cotisation-là peut se faire chaque 3 mois. Donc, c'est différent. Si vous êtes dans une entreprise, vous êtes au-dessus de 30 employés, c'est chaque mois que votre employé doit cotiser pour vous. Mais si c'est moins de 20 employés, c'est chaque 3 mois. Donc, voici la différence. Donc, dans les 21,5% de votre salaire brut, là, l'employeur paye 16%. Les 16% là, il ne coupe pas dans votre salaire normalement. Il ne doit pas couper. Voilà. Et ces 16% là sont répartis comme suit. 6% pour les prestations familiales. Si vous êtes si vous avez une famille, madame mariée, les enfants. 1,5% pour la branche des risques professionnels. C'est-à-dire, si vous êtes blessé, accident de travail comme maladie professionnelle, c'est dans l'argent que l'employeur paye, c'est dans ça qu'on va lever 1,5% pour payer vos frais d'hôpital, transport, etc., tout ce qui va avec de rééducation. Et les 8,5% qui restent là, c'est la branche d'assurance vieillesse qu'on va accumuler quand vous allez à la retraite et on va vous reverser ça maintenant, mensuellement jusqu'à votre mort, souvent comme on le dit. Donc, à côté de 16,5%, il y a 5,5% qu'on coupe obligatoirement dans vous-même votre salaire. Donc, quand vous prenez votre bulletin de salaire, on va couper 5,5% de votre salaire brut qu'on verse à la CNSS. Ensuite, l'employeur, lui, va compléter les 16%. Ça fait 21,5% qu'on doit contribuer chaque fin du mois à la CNSS lorsqu'on a plus de 30 salariés ou chaque 3 mois lorsqu'on a moins de 20 salariés plutôt, excusez-moi. Donc, voici comment les cotisations donc, se font. Question avant de poursuivre. Est-ce qu'il y a des questions, sinon on peut avancer? C'est moi, mon nouveau. C'est bon. Merci, M. Kwasi. Oui, main levée, allez-y. Beaucoup, c'est beaucoup détaillé. Ma question, c'est de savoir, par exemple, si bon, un travailleur qui est nouvellement recruté et qui, peut-être, disons, il a peut-être eu juste peut-être 3 mois comme ça. Est-ce que dans les 3 mois, s'il a eu, bon, après les 3 mois, s'il a eu un accident comme ça, est-ce que la caisse intervient toujours pour, voilà, je vais dire comment, pour le prendre en charge? Puisque je vois que durant ce temps-là, peut-être que ce qu'il aura cotisé là, ça sera pas vraiment beaucoup comme ça. Voilà, c'est ma question. C'est ça. Ce qui est bien souvent dans les tests, dans les tests réglementaires ou pas, c'est écrit. Et quand c'est écrit, ça peut profiter comme ça peut nuire. Donc, on ira toujours sur la base des tests. La loi dit, quand on te recrute, il faut 8 jours pour te déclarer. Et une fois qu'on te déclare, chaque fin du mois, l'employeur va cotiser pour toi. Et donc, ces tests-là n'ont pas précisé dans quel cas, soit si même à un mois, si vous êtes blessé. Non, quel qu'en soit le nombre de mois, le nombre de jours, une fois que vous êtes déclaré à la CNSS, vous devrez jouir donc de toutes ces attributions. C'est comme vous partez faire une assurance. C'est comme vous partez faire une assurance de votre véhicule aujourd'hui et demain, par exemple, vous avez un accident. L'assurance, elle est déjà consommée. Donc, les cotisations sont faites. Ils savent comment ils pourront faire, mais la prise en charge, elle est immédiate. Un micro était ouvert. Si c'est pour intervenir aussi, allez-y. OK. Monsieur Sano, vous voyez un peu? Oui, Est-ce que oui, Monsieur je Sano, vois. oui. Merci Voilà, bien. donc, voilà, voici un peu comment ça se passe. Alors, d'autres aussi pourront poser Ouais, la ouais. question de... Oui, allez-y, Monsieur Kwasi. Monsieur Bado, Oui, je allez-y. pense aussi que par rapport à la question que les frères ont posée, Oui.
Je pense que si c'est démontré que c'est un accident de travail, Oui, l'entreprise a l'entière responsabilité euh, de s'occuper de ça. Voilà. c'est ça. C'est-à-dire que je venais ici, la CNPS demande à l'entreprise de réagir. Voilà. C'est ça. Merci, Monsieur Kwasi. Merci. Et donc, voici un peu. Oui, Monsieur Sanou, allez-y. Ok. Ah, excusez de revenir, hein. Bon, Oui, la revenez. question là, maintenant, c'est par rapport, par exemple, on parle d'accident de travail. Il peut arriver souvent que c'est dû peut-être à une négligence de la part du travailleur. Ou bien, bon, dans ce contexte-là, est-ce que charge totalement? Voilà. Puisque si peut-être on a eu à prévenir le travailleur, bon, pour, par exemple, aller sur le terrain, il faut porter tes équipements de sécurité, il faut porter tes chaussures. Il ne porte pas les chaussures sur le terrain. Voilà, il y a une pointe qui le blesse très gravement. Est-ce que dans ce contexte-là, la caisse prend ça en charge? Bon, ou bien comment ça se gère? Donc, déjà, on ira toujours sur la base. Parce que souvent, dans ces conditions, vous allez voir, c'est beaucoup plus des thèmes juridiques. On va toujours sur ce que la loi dit. Donc, pour ces cas, souvent, quand ces cas-là arrivent, d'autres même vont aller en justice pour aller essayer de voir qui a raison, surtout quand il y a des cas de mort, parce que le mort est là, on ne peut plus lui poser des questions. Quand il y a un accident sur le lieu de travail, on nous dit que le salarié doit signaler à son employeur dans 24 heures, mais l'employeur aussi a combien? Il a 48 heures pour pouvoir déclarer ce même accident à la CNSS. Et donc, des enquêtes seront faites. Et pour faire cette enquête-là, on prend donc une autorité qui est impartiale, c'est-à-dire la gendarmerie ou la police, qui va venir identifier donc tout ce qui est comme cause immédiate liée donc à l'accident. Mais si on revient sur les tests disent quelle qu'en soit la cause, que ce soit de la faute du travail ou pas, c'est un accident de travail, parce que c'est fait par l'occasion donc de l'activité donc du travail. S'il était à la maison, là c'est, mais tant qu'il est sur le lieu de travail, s'il y a un accident, c'est une statistique qui appartient à l'entreprise. Maintenant, les enquêtes maintenant vont permettre donc de situer les responsabilités. Dans bon nombre de cas, souvent, beaucoup ne connaissent pas les tests et donc souvent ils peuvent être, il y a un terme beaucoup plus qu'on utilise souvent, ils peuvent subir, voilà, ils peuvent subir, est-ce que je vais appeler négligence, voilà, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, vous allez voir d'autres pour éviter même d'aller trop loin. On va vous dire, voilà, vous n'avez pas respecté les règles, donc c'est à vous-même de vous gérer. Non? Accident de travail, c'est un accident, quelle qu'en soit la cause. Soit vous avez raison, vous n'avez pas raison, mais lorsque c'est fait en fonction des tests qui encadrent la définition de l'accident de travail, c'est un accident de travail. Maintenant, l'enquête va permettre maintenant de situer les responsabilités. Parce que l'enquête ne vient pas sanctionner, non, mais l'enquête aussi va permettre pour l'HSE1 de pouvoir travailler déjà à mettre en place donc des actions correctives ou préventives pour éviter que ce même accident-là n'arrive. Et deuxième niveau, ça permet aussi à la CNSS aussi de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand on parle d'assurance, des gens, par exemple, peuvent, de façon intentionnelle, ils savent que le véhicule est assuré, ils vont aller faire même créer des accidents pour qu'il y ait des réparations. Donc, quand même, on veut vraiment une preuve. Donc, voici un peu. Monsieur Bado, voilà, effectivement, bon, il était coupé un peu par rapport à la connexion. Oui, Effectivement, ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Et là, même au préliminaire, vous avez même parlé de l'itinéraire du travail. Ça veut dire que si c'est ça, tu quittes chez toi à la maison et que tu dois venir au travail, il y a un itinéraire qui est homologué. c'est ça. Donc, c'est dans le grand nombre de cas, c'est comme cela. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a un accident, on fait toujours la constatation, tous les jours. On prend l'itinéraire le plus court. Quelqu'un qui doit quitter ici à la zone 1 pour aller, par exemple, à l'échangeur de l'Est, tout le monde connaît l'itinéraire le plus court. Si on voit que le monsieur est passé par ça, va tourner à Pissy, tout, et il dit que c'est un accident de travail, il y a le motif personnel, l'intérêt personnel qui rentre en ligne de compte. Toujours est-il que ce soit de sa faute ou pas, c'est un accident de travail. Ensuite, il doit jouir. Pourquoi il doit jouir? Parce qu'on cotise pour lui.
Donc, comme je l'ai dit précédemment, la CNSS n'est pas le Père Noël. Non, on cotise pour vous, vous devrez jouir. Voilà, donc quand on cotise, normalement, on doit pouvoir jouir. Voici ça. Alors, ces cotisations servent, un, à financer la prise en charge des accidents de travail, les indemnités journalières, les rentes ainsi que d'autres prestations sociales. Les cotisations doivent être payées mensuellement ou trimestriellement selon la taille de l'entreprise, comme fixé dans la réglementation. Et la réglementation dit à partir de 20 salariés. Moins de 0 à 20, c'est chaque 3 mois trimestriellement. Et de 20 à plus, donc c'est chaque mois. Donc, en fonction de votre situation, vous saurez réellement est-ce que votre employeur cotise pour vous ou non. Et le plafond mensuel est le plus bas est géré plutôt en fonction donc, du SMIC. Le SMIC au Burkina Faso, ici, c'est 45 000. Donc, on peut déclarer quelqu'un qui a au minimum le SMIC, 45 000. En Côte d'Ivoire, c'est 75 000 francs. Donc, et le plafond, c'est 800 000. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour vous déclarer, il faut au minimum un salaire de 45 000 francs. Ensuite, le plafond qu'on prend en fonction donc, des calculs des 16% pour l'employeur, c'est 800 000. Ça signifie que même si on vous paye 1 million, on considère qu'on vous paye 800 000. C'est comme si votre salaire brut, c'est 800 000. C'est sur les 800 000 qu'on va calculer les 16% aussi de l'employeur et les 0,5%, les 5,5% donc pour l'employeur. Si vous êtes payé à 2 millions, c'est considéré comme votre salaire brut, c'est 800 000. On ne va pas tenir compte des 1 200 000 parce que ça va lever aussi donc les 16% aussi au niveau de l'employeur. Donc, voici comment c'est fait. S'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser votre inquiétude. Voilà, en attendant, je vais demander 2 minutes. Je vais gérer une urgence rapidement. Moi, je prends de la faute de parler là. Voilà, je suis là maintenant. Je pense qu'on peut débuter. Monsieur Drabo, allez-y. Oui, oui, bonsoir, c'est Bado. Oui, bonsoir, Voilà, monsieur. oui, oui, moi je voulais poser une question. C'est concernant l'accident de trajet entre le lieu de travail et le domicile. Oui, Voilà, maintenant, je prends un exemple. Voilà, vous êtes venu au travail le matin et vous avez demandé la permission à votre hiérarchie pour rentrer en ville de course. Et peut-être à l'issue de ce trajet entre le lieu de travail et puis les courses là, vous faites un accident. oui, Voilà, en ce moment, est-ce que cela pourrait être considéré comme un accident de trajet? Je ne sais pas trop. Comme vous avez demandé la permission pour entrer en ville. Je ne sais pas oui, trop en oui. ce moment. Non, je comprends, monsieur Drabo. Vous prenez un Ok. cas vraiment qui sort même du contexte, mais on va tenter de répondre. Dans ce cas de figure, vous avez 2 cas. Parce que je dis toujours aux gens, quand la réglementation parle, il faut rester sur la réglementation. C'est ce qui fait que d'autres aujourd'hui, même souvent dans le cadre religieux, vous allez voir, on dit de ne pas pécher. Mais on pêche et puis on veut trouver donc un justificatif à l'acte commis. Pourtant, les textes sont écrits. Les textes disent qu'il y a accident de travail, que si et seulement si elle est commise pour l'activité professionnelle. Donc, ça, c'est ce que. Si c'est un accident de trajet, ça doit prendre en compte le domicile primaire secondaire ou le lieu actuellement fréquenté où on dépose les enfants, où on mange à midi. Qui doit être dicté, qui ne doit pas être dicté par le motif personnel et qui prend en compte le trajet le plus court possible. Donc, voici. Donc, dans ce cas de figure, la CNSS va rester impartiale. Après la constatation, les constats seront faits, le PV de la gendarmerie de la police sera soumis à votre entreprise s'il le demande ou en fonction de la CNSS. Tous les tracements donc seront faits. On va voir ce qu'il y a à l'activité professionnelle. Je vais expliquer les 2 cas. S'il y a l'activité professionnelle, mais dans ce cas de figure, regardez dans vous, votre contexte, ce n'est pas l'activité dictée par un motif personnel. La seule chose qui peut vous être en votre faveur,
c'est si votre entreprise, parce que votre responsable vous a donné autorisation, là, ce n'est plus pour l'activité professionnelle. Elle est dictée par un motif, un intérêt personnel. S'il prend la responsabilité de vous sauver, il peut transformer ce motif personnel comme si vous avez envoyé le besoin du travail. Là, c'est lui s'il veut vous aider. Sinon, si vos RH ne sont pas derrière vous, parce que quand on parle de l'employé, c'est qui? C'est le RH. Si vos RH ne sont pas derrière vous, c'est-à-dire même si c'est vos responsables directs, parce que les responsables ne connaissent pas tout ce qui est comme réglementation en matière donc, du travailleur. C'est les RH. Eux, quand le problème va arriver, après, les RH vont vouloir statuer. Donc, si les RH vous abandonnent, vous ne serez pas pris en charge. Sinon, ils peuvent, comment je l'ai dit là, ils peuvent dire non, c'est nous l'avons envoyé parce que. Sinon, une fois que la CNSS mène ses enquêtes, ça arrive à prendre dicté par le plus un accident de travail. Ça, c'est ce que la loi dit. Mais il peut arriver que votre hiérarchie vous couvre. Ça, c'est les choses aussi qui arrivent fréquemment. Donc, si ça doit se faire, il faut que vous ayez en tout cas le soutien de votre hiérarchie. Sinon, dans le cas contraire, vous ne serez pas en tout cas pris en tout cas sous le couvercle donc, de la CNSS. Voici un peu M. Dravo. Oui, oui, oui. C'est très bien compris. C'est très bien compris. Merci bien. Merci. Autre Merci. question? Alors, donc, quelle est la procédure de déclaration de démarche à suivre? La victime, elle a immédiatement 24 heures, un délai de 24 heures pour signaler à son employeur. Qui est son employeur? C'est généralement les RH. Soit s'il y a une procédure de déclaration passée par ton truc, mais c'est généralement les RH qui gèrent tout ça. L'employeur, quant à lui, il a l'obligation, il y a le mot obligation à faire la déclaration. 2 exemplaires. Un exemplaire dans un délai de 48 heures va à la CNSS et l'autre va à l'inspection du travail. L'inspection aussi du travail qu'on a vu qui fait partie donc, de nos parties prenantes pertinentes. Donc, en 48 heures, en 2 exemplaires, un à la CNSS, un. Donc, vous finissez par comprendre que quand on parle d'accident de travail, les procédures ne sont pas faciles. Raison pour laquelle rien que les procédures, simplement là, ça entraîne beaucoup donc, de discontinuité dans le travail. Si l'employeur ne fait pas la déclaration, la victime ou ses représentants, s'il y a des témoins ou sa famille, peuvent faire dans un délai de 2 ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale. Voici encore une autre alternative. Il peut arriver que quelqu'un a fait un accident, il est dans le coma, mais on a toujours 2 ans, ses parents eux-mêmes. Mais c'est des choses qui ne sont pas connues. Raison pour laquelle je disais au début, ça nous permet, nous-mêmes, en tant que des travailleurs, de connaître. Parce que souvent, je le dis, c'est assez dommage que ce qui nous revient de droit, on arrive à éloigner la jeunesse de ça. Pour que tout le patronat arrive à dominer même le monde de l'emploi. Les jeunes doivent aller vers quand on parle le code du travail, les jeunes doivent pouvoir maîtriser. Ils doivent connaître les obligations, leurs droits et leurs devoirs. C'est très important. Une fois la déclaration reçue, la CNSS délivre à la victime un carnet d'accident à présenter à chaque consultation médicale maintenant pour la prise en charge. Voici donc le schéma directeur. Dès qu'un accident de travail survient, l'employeur doit remplir un formulaire officiel qui est fourni par la CNSS de déclaration d'accident. Ce formulaire est envoyé en 2 exemplaires, un à la CNSS, un à l'inspection dans un délai de 48 heures. Donc, 48 heures, c'est-à-dire l'employeur lui-même, il a négligé, il a dit ici, il a caché, et c'est 2 jours après, il va venir signaler. L'employeur peut dire que le délai est passé. Souvent, ça arrive fréquemment sur les lieux de travail. Ça arrive fréquemment parce que souvent, si le RH ne vous aide pas, vous perdez beaucoup souvent. Un exemplaire est aussi également envoyé à l'inspection du travail donc du ressort. Le formulaire comporte plusieurs sections à remplir, notamment l'information sur l'employeur, l'information sur la victime, le nom, l'emploi, l'ancienneté, la situation familiale, la description précise de l'accident, les témoins possibles et leurs coordonnées. Et tous vont appeler aussi pour pouvoir poser des questions. Donc, quand il y a un accident arrive, si c'est avec des fatalités, il y a arrêt de travail parce qu'ils vont venir poser beaucoup de questions.
mairie, que ce soit la police et même les représentants de la CNSS. La victime reçoit un carnet d'accident présenté au professionnel de la santé pour la prise en charge. Toute déclaration incomplète ou tardive peut nuire à la prise en charge par la CNSS. Donc, tout est écrit. Si l'employeur ne déclare pas, la victime ou ses représentants peuvent le faire dans un délai de 2 ans. Donc, tout est là. Alors, donc, quelles sont les prestations de la CNSS? Elles sont de deux natures. On a la prestation en nature. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la prestation en nature? C'est les soins médicaux, médicaments, hospitalisation, les examens, rééducation et les transports médicaux. Et on précise toujours que la première urgence, les premiers soins de première urgence sont à la charge de l'employeur. Ça, c'est en nature. Les soins de première urgence à la charge de l'employeur, la consultation médicale, l'assistance médicale, la fourniture de produits pharmaceutiques, l'entretien dans un hôpital, les fournitures d'entretien pour le renouvellement de tout ce qui est comme prothèse, etc., la réadaptation fonctionnelle, le transport de la victime. Tout ça, ça fait partie donc des prestations de la CNSS à 100%. Et lorsque c'est en espèces, c'est l'indemnité journalière pendant l'arrêt du travail, les rentes d'incapacité, qu'elles soient partielles ou totales, l'allocation pour frais funéraires en cas de décès, rente de survivants. Les frais funéraires, ça dépend. Si dans votre contrat, le contrat stipule que pendant votre activité, clause de mobilité, vous pouvez aller travailler, voyager dans d'autres pays ou encore dans d'autres régions pour le besoin de travail. S'il arrive que il y a un décès là-bas, les premiers soins du déplacement même du cadavre, c'est à la charge de l'employeur. Ça, c'est à la charge de l'employeur. Mais les frais funéraires maintenant sont à la charge aussi donc de la CNSS. Et aussi, il y a le test aussi dans le code donc, du travail aussi qui encadre aussi quelques financements des aides même à la famille donc du défunt. Donc voici comment ça se fait. Ensuite, l'indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de travail, les rentes, la rente de suivant et l'allocution donc des frais funéraires. Donc voici un peu ce qu'on devrait connaître donc sur la CNSS. Voici un peu ce qu'on devrait connaître sur la CNSS. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer sur la Carrefour, la CNSS? Oui, Madame Soulama, allez-y. Oui, bonsoir, Monsieur Bado. Oui, bonsoir, Madame Soulama. Oui, moi, mon inquiétude, c'est situé au niveau des cotisations. OK. Puisque vous avez dit qu'une entreprise qui a moins de 20 employés Oui, doit cotiser trimestriellement. c'est ça. Maintenant, je ne sais pas, voilà, la cotisation là, et, et les trois choses, moi, Oui. la personne cotise 21% ou bien, bon, il multiplie ça par 3 et au cas où un accident survient avant les 3 mois, vu que l'employeur n'a pas cotisé pour son employé et l'employé aussi n'a pas pu cotiser d'abord, comment cela peut se régler? Oui, les tests sont clairs, Madame Soulama. Une fois que vous êtes déclaré à la CNSS, vous avez le droit de jouir donc de tout ce qui va avec leurs attributions. Parce que vous allez prendre des employés qui travaillent pendant leur fonction, ils ne sont pas blessés. Par contre, on dit que dans les cotisations, 1,5% doit servir à tout ce qui est comme risque professionnel. Donc, s'il arrive aussi que vous êtes blessé ou vous n'êtes pas blessé avant vos cotisations, on se dit aussi qu'après, mais la cotisation se fera toujours. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour revenir à la question, si vous êtes dans une entreprise à moins de 20 employés ou c'est chaque 3 mois, le calcul est toujours fait sur le salaire brut. C'est un seul salaire brut qu'on prend. Donc, si chaque fin de mois, vous devez toucher 20 000 francs, on dit toujours à l'employé, chaque 3 mois, le calcul se fera sur le salaire brut. Lui, il va payer les 16%, vous allez payer les 5,5%. Maintenant, à lui de voir si pour lui, les 16%, il veut les répartir un peu, cotiser dans lui-même sa propre petite caisse. Sinon, pour vous, en tout cas, c'est sur votre salaire, le salaire du troisième mois là qu'on va prendre. Donc, chaque trimestre, c'est sur un seul salaire qu'on prend. Voici un peu. Ok, c'est bien compris, M. Bado. Merci.
Merci, Madame Soulama. Maintenant, il peut arriver aussi que c'est des choses qui arrivent fréquemment. Raison pour laquelle on dit c'est très important de connaître, d'avoir l'information. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, si aujourd'hui on n'a pas l'information, on souffre beaucoup. On peut passer à côté de ce qui nous revenait même de droit parce qu'on n'a pas l'information. Il y a beaucoup que l'employeur les dit, je t'ai déjà déclaré. Mais je pose la question de savoir comment on peut vouloir cotiser pour toi si on n'a pas ouvert un compte en banque pour toi. Il y a un problème. Si un employeur vous dit, on m'a déclaré, demandez-lui où est votre numéro CNSS. Ou lui-même, vous-même, vous rendez à la CNSS. La CNSS a des représentations. Ils sont au niveau donc de la PADOA ou au niveau donc du grand marché. Vous partez, je travaille dans telle entreprise, voici mon nom, vérifiez vraiment si on m'a déclaré. Parce que quand on parle de déclaration, il y a le numéro. Le numéro, votre employeur va vous donner, vous allez aller récupérer votre carte CNSS. Donc, si on vous dit qu'on vous a déclaré, demandez les preuves de la déclaration. Parce que pour la déclaration, on va vous demander certains de la CNIP, l'extrait de naissance. Ensuite, il y a d'autres aussi, on les déclare, mais on ne cotise pas pour eux. Et c'est là le gros problème parce que la CNSS, vraiment, il y a beaucoup de difficultés sur ce côté-là. On ne peut pas ouvrir, cotiser, et puis vous ne travaillez même pas à travers des missions d'inspection réalisées. Est-ce que les employés la cotisent pour les employés? Vous, ça, ce n'est pas votre problème. Donc, mais nous, en tant qu'individu, on doit s'assurer que réellement, oui, j'ai mon numéro, mais est-ce qu'on cotise pour moi? C'est là la question. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé 10 ans dans des entreprises. Ils sortent de ces entreprises-là, ils vont voir, on dit non, qu'on on n'a pas cotisé pour eux. Ces entreprises-là n'existent plus. Vous faites comment? Quelque chose qui vous revient de droit, où vous devrez jouir. Ça fait mal souvent de voir des personnes qui ont travaillé pendant toute leur jeunesse. Ils sont vieux, ils sont obligés encore d'aller travailler parce qu'ils n'arrivent pas à jouir donc, de leur travail. Et ça fait mal. Donc, il faut toujours aller à l'information. Ce n'est pas mauvais d'aller à l'information. Autre cas aussi, il y a certains, on l'a dit, on a déclaré, dans les bulletins de salaire, toute la CNSS, ça va où? Ça va dans la poche des RH ou encore de ceux de la comptabilité. Donc, c'est des choses, quand on est lettré ou on n'est pas lettré, voilà l'information. Des choses que beaucoup, ou moi-même, j'ai vu beaucoup de choses. Des choses qui doivent même se faire dénoncer. Donc, voici un peu, voilà, quelques situations donc, qui arrivent. Et les cotisations se font sur 15 années. C'est 15 années. Les cotisations doivent se faire sur 15 années. C'est à partir de 15 années que la CNSS calcule pour dire, voilà, c'est arrivé maintenant. Maintenant, on va calculer pour voir comment on va vous verser maintenant votre prime donc de c'est 15 années de cotisation. Si vous êtes dans une entreprise X, vous avez fait 2 ans, l'employeur a l'obligation d'aller dire à la CNSS, cet individu qui était mon employé, il n'est plus mon travailleur, donc je ne dois plus cotiser pour lui. Ensuite, quand vous allez dans une autre nouvelle entreprise, le même numéro, eux, ils vont prendre ce même numéro pour dire, lui là maintenant, c'est notre travailleur. Partons de où vous êtes arrêté, où vous reprenez. Et ça doit faire 15 années. Après les 15 années que c'est bon maintenant, on va calculer maintenant pour vous verser maintenant votre prime de retraite. Et s'il arrive qu'on dit c'est juste à la mort, ces calculs sont faits en fonction de ce que vous avez cotisé. Donc, s'il arrive que vous mourrez, c'est la femme mariée et puis les enfants donc, qui encaissent. Donc, voici un peu. Ensuite, la Carrefour. Est-ce qu'il y a des questions? Le micro de M. Kassoum est ouvert. S'il n'y a pas de questions, on va à la Carrefour rapidement. Bon, ok, monsieur Barreau, moi, ma question est relative à ce que vous venez de dire, par exemple. Par exemple, un employeur qui ne paye pas les cotisations pour ses employés et que l'employé, au moment de rentrer en possession de son dû, il peut trouver que, bon, vraiment, il n'y a rien. Voilà. Quels sont les moyens de recours, par exemple, pour cet employé-là, par exemple, de entrer en possession de son dû? Voilà. Et la deuxième question aussi, je vois que, bon, en tout cas, on a beaucoup parlé des rapports et des trucs, du rôle de la CNSS, par rapport aux entreprises, au fait. Mais moi, j'aimerais savoir maintenant, pour un particulier qui est déclaré, par exemple, à la caisse, voilà, la CNSS, par exemple, est-ce que c'est les mêmes procédures que, par exemple,
pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Voilà. Qu'une personne qui travaille, un particulier par exemple, voilà, s'il y a eu un accident par exemple, est-ce que c'est le même recours? C'est lui-même qui doit aller à la CNSS avant d'aller à l'inspection du travail, si c'est le même recours? Et comment se fait la réparation aussi? Merci, M. Kassoum. Vous voyez que plus on pose des questions, ça me permet vraiment de revenir encore sur d'autres choses qui ne sont pas prises de base. Donc, j'encourage vraiment ces initiatives-là. Donc, pour revenir à la question de M. Kassoum, c'est très important. À la première question, il y a toujours des moyens de recours. Pendant l'activité professionnelle et même après l'activité professionnelle, on va demander de fermer le micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, pendant toujours l'activité professionnelle, on a un allié que certains ne connaissent pas, l'inspection du travail. Tout cela intervient pour un environnement de travail sain, où le travailleur respecte donc ses obligations et jouit aussi de ses droits, comme l'employeur. Quand il y a toujours un problème pendant votre activité professionnelle, vous pouvez aller convoquer votre employeur à l'inspection du travail. On va l'appeler, lui demander, vous reconnaissez cet individu? Voici ce qu'il est venu. Ensuite, ils vont trancher. On va demander, ah bon, monsieur, vous n'avez pas raison, ou bien c'est l'employé qui n'a pas raison, pour essayer en tout cas de faire un règlement à l'amiable. Si le règlement à l'amiable est refusé, vous partez en justice. Ils vont vous défendre en justice jusqu'à aller trouver la solution. Donc, c'est les moyens de recours qui sont là. Maintenant, après, il y a toujours ces moyens de recours qui sont là, à la justice ou encore à l'inspection du travail. Si l'entreprise est toujours là, la même procédure, même si c'est 10 ans, 20 ans, elles peuvent revenir encore sur la table. Mais ce sont des choses qui sont très pénibles. Le patronat aujourd'hui domine l'employabilité. Ça, c'est une réalité qui est là. Vous allez entrer dans les poursuites, ils vont aller soudoyer beaucoup de personnes, mais chaque jour, c'est très pénible. Chaque jour, on va vous appeler de venir envoyer tel papier, photocopie, telle chose, telle chose, telle chose. Pour finir, les moyens que vous allez mettre dans la procédure, vous allez abandonner. Sinon, il y a d'autres qui vont jusqu'au bout où vraiment ils gagnent beaucoup. Voilà, donc c'est les choses qui sont là. Alors, donc, mais toujours est-il qu'il faut aller à l'information. Ça permet vraiment de connaître. Pour la deuxième question, déjà, c'était de savoir qu'est-ce qu'on devrait. Pour la deuxième question, M. Kassoum. Voilà, pour le particulier. Donc, pour le particulier, c'est bon. Parce que, oui, pour le particulier, aujourd'hui, il y a beaucoup, franchement, d'évolution qui est fait, que ce soit au niveau de la CNSS, au niveau même de la Côte d'Ivoire. Dernièrement, j'ai vu en Côte d'Ivoire, je pense même qu'ici aussi, c'est quand même, ils sont en train de rentrer dedans, où la femme enceinte elle-même peut aller se déclarer. Elle va cotiser, et au moment où elle accouche, la CNSS lui verse 100 000 chaque fin de mois. Ou encore pendant un an, je pense. Donc, c'est des choses qui sont déjà là, que les gens ne savent pas. Donc, un particulier, même au Burkina aussi, peut aller à la CNSS pour dire, je suis particulier, je travaille à mon propre compte, je suis venu me déclarer. À ce moment, là, il y a des tests, ils vont vous expliquer ce que vous devrez faire. Les cotisations, là, c'est comme si ce sont des cotisations. Ça, c'est une assurance que vous partez déposer. On va vous dire, chaque fin du mois, comment peut-être vous voulez venir cotiser. En tout cas, ils vont vous expliquer tout ça. Maintenant, s'il y a un accident de travail, si vous êtes victime, c'est bon. Sinon, s'il y a une famille pour pouvoir gérer toutes ces procédures-là, ça se fait. Ou dans un premier contexte, vous allez prendre en charge tout, mais il faut toujours garder des reçus. Et ces reçus-là, maintenant, seront la preuve que voici ce qui est arrivé. Vous étiez en incapacité peut-être d'aller gérer ça. C'est la même procédure comme les assurances. Donc, c'est une bonne question, M. Kassoum. Donc, voici un peu comment ça se passe. Ok, monsieur Bado, vraiment merci pour cet éclaircissement. Voilà, j'ai bien compris, merci beaucoup. Alors, donc, pour la Carrefour, pour terminer rapidement, donc la Carrefour, quand on a parlé donc du Carrefour, la Carrefour, c'est le public. C'est plutôt le public. Et donc, la Carrefour a la charge des risques professionnels pour les fonctionnaires. Mais ça, c'est beaucoup plus encadré. Parce que dès que tu as le concours, tout est fini, les premières procédures, tu as obligatoirement non encore déclaré à la Carrefour. Là, pour au niveau donc, du public, il n'y a vraiment pas trop de problèmes. Et le plus important, c'est de connaître déjà ce qui nous revient de droit. Voilà, parce que souvent, il peut y avoir des dépassements. Donc, le paiement des rentes, le maintien du salaire, la gestion des procédures, etc. La Carrefour, c'est la caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Se fait généralement via l'employeur déjà qui est l'État. Mais ici, le taux de cotisation est entre 20 à 22% donc, du salaire de base.
Là, vous voyez que l'autre côté, on parlait donc de 21%, mais ici, on va à 21 à 22%. Ou 8% même est coupé sur le salaire de l'employé lui-même, c'est-à-dire le fonctionnaire, et 12% est à la charge de l'État. Ou 14% pour les employés dans un certain cas de détachement, parce qu'on sait que souvent, il y a certains contextes où vous êtes à semi-privé, semi-public, un truc comme ça. Mais là, comme l'État n'a pas beaucoup d'argent, eux, ils vont à 12%, mais le privé va à 16%. Voilà, donc voici un peu la différence un peu entre les cotisations à la Carrefour. Mais sauf qu'à la Carrefour, c'est automatique. Voilà, c'est automatique. C'est même pas à vous de gérer tout ça simplement. Les paiements donc, se font directement partout. Donc, la déclaration, l'employeur doit déclarer individuellement les agents publics. Ça se fait de façon, comme j'ai dit. Les cotisations doivent être versées au plus tard le 15 du mois. Sinon, il y a des sanctions qui sont, il y a des majorations de 1,5% qui sont faites. Mais là, les travailleurs ne savent pas. Si l'État, par exemple, n'a pas assez d'argent pour verser vos cotisations le plus tôt possible, dans un délai de 2 semaines, il y a une majoration de 1,5% qui est faite là-dessus, sur les retards. Mais là, les travailleurs, par exemple, ne le savent pas. Donc, voici un peu ce qu'on devrait connaître de ce cours, que ce soit au niveau donc, de la Carrefour et de la CNSS. On a beaucoup plus mis l'accent sur la CNSS parce que là, c'est à la volonté donc, de l'employeur. Et il y a beaucoup vraiment qui passent par les petites mailles pour abuser, pour profiter même des travailleurs. Donc aujourd'hui, c'est d'être vraiment ce canal d'information auprès de nos familles et de toujours savoir où on peut aller vraiment pour des poursuites. Voilà, pour qu'il y ait que ce soit des maladies ou accidents professionnels. Et donc, voici un peu, donc cette formation a permis de mieux comprendre, connaître à la base nos parties prenantes, la CNSS, la CAFO, voilà, et l'inspection donc, du travail, et les démarches même et l'enjeu même qui tourne donc, autour même de ces éléments-là. Donc, très rapidement, est-ce qu'il y a des questions avant que je vous montre toutes les fiches qu'il faut, par exemple, remplir s'il y a un accident de travail? Oui, allez-y. Pour les questions, ouvrez votre micro et puis allez-y, je vais chercher les fiches là. Oui, allez-y, monsieur. Oui, Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur monsieur. Bado. Bonsoir, Oui, cher bonsoir. participant. Oui, moi, j'aimerais juste comprendre quelque chose. Oui, allez-y. Je prends le cas pour un fonctionnaire. Oui. Il est fonctionnaire, après, il prend une disponibilité ou bien il démissionne de la fonction publique Oui. et part travailler dans un privé. En ce moment, c'est la Carrefour qui prend en charge ou bien c'est la CNSS qui prend en charge? Très bonne question, monsieur Bouddha. Très bonne question. Et donc, c'est des choses qui arrivent. Comme aussi, quelqu'un peut commencer par le privé et termine par le public. Donc, ces deux structures-là, il y a un thème beaucoup plus employé. Comment je vais dire ça? Ils collaborent. Voilà, ils collaborent. Donc, normalement, si vous étiez au public ou pas au privé, ils vont calculer parce qu'on sait que vous devrez avoir 15 ans de cotisation. Si vous avez fait 7 ans au public, vous revenez au privé, par exemple, la Carrefour va verser vos 7 ans de cotisation là à la CNSS. Donc, ces deux structures-là collaborent. Que ce soit à l'inverse, ils vont toujours collaborer. On va calculer ce que vous avez cotisé pour nous là. On reverse à la CNSS ou la CNSS va reverser donc à la Carrefour pour que donc la suite donc, se passe. Voici un peu, M. Bouddha. Est-ce que M. Bouddha nous reçoit? Oui, je vous reçois. Voilà, donc voici. Merci infiniment. Merci, merci. Donc, voici un peu le formulaire de déclaration que la CNSS donc, met à disposition des employeurs. Accident de travail, maladie professionnelle. Le formulaire doit être rempli précisément 48 heures. Donc, tout est déjà. Donc, l'employeur, votre employeur est toujours informé de ce qui va avec. Donc, joindre à la présente déclaration le dernier bulletin de salaire même. Donc, il y a tous ces éléments-là. La victime dont j'ai été victime, l'employeur va remplir, la victime elle-même remplit, avec tout ce qui va avec l'accident, la date, l'heure, lieu précisément. Est-ce qu'il y a arrêt de travail? Les ITT, 15 jours ou 15 jours, est-ce qu'il y a décès? Ensuite, les circonstances détaillées, le nom des témoins et les adresses. Donc, pour voir qu'il y a beaucoup donc, de documentation qui vont avec.
Si c'est l'accident de trajet, vous voyez encore le rapport de police ou de la gendarmerie a-t-il été établi? Le parcours habituel emprunté a-t-il été détourné? Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte. Voilà. Le siège de la lésion, la nature de la lésion et tout ce qui va avec la signature, donc en 48 heures avant donc, de le déposer à la CNSS. Donc, voici un peu. Le formulaire donc, pour pouvoir demander l'immatriculation donc, de son travailleur. Parce que c'est bien de connaître parce qu'aussi, il peut arriver aussi que nous soyons aussi employeurs. Voilà, donc voici le formulaire qu'on doit demander pour pouvoir déclarer donc nos travailleurs. Ensuite, pour joindre donc, pour quelqu'un qui veut sortir, par exemple, il a travaillé, il n'est plus là maintenant où son contrat s'est arrêté. Il y a un formulaire aussi à remplir. Je vais vous le montrer aussi. Là, c'est le bon d'entrée comme de sortie aussi qui est joint toujours au formulaire. Donc, voici ça. Il entre ou il sort. S'il sort, l'employeur signale à la CNSS. Lui, là, je ne le reconnais plus dans mon effectif. Donc, je ne dois plus cotiser pour lui. Donc, voici un peu toute la documentation qu'il faut. Aussi, pour ajouter, la CNSS est en train d'évoluer quand même. Il y a l'application qui est déjà là. Donc, vous tous qui êtes déclarés, téléchargez sur Play Store la CNSS. Si vous téléchargez CNSS, vous remplissez tout ce qui va avec. Vous pouvez suivre même à distance parce que là-bas, les procédures sont très minutieuses. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Avec tous les arrêtés aussi qu'il faut, je vais aussi mettre tout à votre disposition. Sur la même application, vous avez tous les arrêtés possibles. Donc, franchement, c'est bien de maîtriser ces thèmes-là pour ne pas, je vous partage ça rapidement. Voilà. Je ne sais plus où je suis. Donc, je vous partage l'arrêté, par exemple. Vous allez voir. L'arrêté, OK. Donc, l'arrêté, donc, il fait mention donc, de tout le contenu pour la déclaration. Voilà, le voici. Tout ça aussi sera partagé dans le groupe. Voilà. L'employeur adresse une demande d'immatriculation à la caisse dans les 8 jours ouvrables qui suivent. Donc, tout est encadré par la loi. Tout est encadré avec toute la documentation possible. Voilà. Donc, quand même, on a un ensemble de lois qui est mis à disposition. Donc, tout ça, je pourrais donc les publier donc, dans le groupe. Donc, ça sera aussi important vraiment d'aller télécharger l'application pour être vraiment au parfum de toute la réglementation donc, qui les encadre. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? On est au thème de cette formation. Est-ce qu'il y a des questions? CNSS CAFO. Oui, Monsieur Noé, votre micro est ouvert. Oui, Monsieur Bado, ma question concerne la cotisation de l'employeur. Les 1%, 1,5% cotisé pour les risques professionnels. Au cas où un employé finit sa carrière, il n'a pas eu d'accident de travail ni de maladie professionnelle. Les cotisations de 1% seront versées où? Bon, là, c'est un point d'honneur, Monsieur Noé. Les 1% sont versés où? Raison pour laquelle, quand on parle de CNSS, ce sont des institutions vraiment qui ont beaucoup, beaucoup de fonds. Voilà, ils ont beaucoup d'argent aujourd'hui. C'est pour ça que l'État aujourd'hui les oblige même à pouvoir investir dans le pays. Voilà, notamment dans les parcelles, vraiment dans beaucoup de choses. À être même actionnaire donc, de beaucoup d'actifs, voilà, dans chaque pays. Parce que ce sont les banques qui gagnent beaucoup sur le dos des travailleurs. C'est difficile de le dire, mais vraiment, ils gagnent beaucoup. Ceux qui sont à l'intérieur bénéficient donc de beaucoup de choses. Il y a des procédures, par exemple, quelqu'un qui est mort, si sa famille même ne vient pas déclarer, cet argent-là va rester arrivé à un certain moment, sur 5 à 10 années. Voilà, ça passe aux oubliettes. C'est la même chose comme les institutions bancaires et autres. Voilà, donc c'est 1, l'employeur, lui, c'est 16% et ces 16% répartis. Donc les 1,5%, si vous n'êtes pas blessé, de toutes les façons, c'est les 8% là qui vont rester pour l'assurance vieillesse. Donc voici même des accidents. En fait. Quoi qu'il arrive, c'est notre corps qui subit, hein, Monsieur Noé. C'est pas simple en tout cas. C'est pas simple.
Il y a vraiment beaucoup de situations qui arrivent, ou même beaucoup après, en termes de procédures, mais c'est vraiment compliqué. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci, Monsieur Noé. Autre question, sinon, par rapport à la CNSS. Aussi, une autre chose, l'employeur a l'obligation. J'ai été témoin d'une scène qui s'est passée à la banque où le monsieur, c'était des vigiles, il est venu prendre son salaire, c'était un papa. Et donc, il vient prendre son salaire, il voit que son salaire a diminué. Il demande à la caisse, mais pourquoi le salaire a diminué? Il dit non, on vous a coupé la CNSS directement. Le vieux ne veut plus rien comprendre, il a tempêté dans la banque. Ce sont des voleurs, vous êtes des voleurs. Ils ont essayé d'expliquer au vieux, le vieux n'arrive pas à comprendre. Parce que souvent, les employeurs passent aussi sous le fait que beaucoup de travailleurs sont illettrés. On ne va pas vous dire que on coupe 5,5% chez vous, mais moi je cotise 16% pour vous. On ne vous dit pas ça. Et donc, ils ont appelé son employeur, le vieux a tempêté, il dit qu'il veut tout son argent, que l'argent ne le suffit pas. C'est pas maintenant, quand il va mourir, ça pourra servir. Donc, il a vraiment besoin. Ils ont appelé son employeur est venu se jouer du genre, voilà, signe quelque chose, je sais pas trop, signe quelque chose qui montre que vraiment, je ne dois plus cotiser pour toi. Et le vieux a signé. Et donc, l'employeur a décidé, donc, reverser lui tout son salaire. Il a complété même pour qu'on lui verse. Mais en vrai, ce même employeur-là aussi, on peut toujours le poursuivre. Parce qu'on dit obligation. De la même manière qu'un salarié peut convoquer son employeur, c'est comme cela aussi l'employeur peut convoquer son employé. Donc, s'il arrive que nous aussi, on est employeur, si ces cas-là arrivent, on a l'obligation même de convoquer ce même salarié-là. S'il ne veut pas qu'on le déclare, c'est qu'il ne travaille pas parce que c'est une obligation. Et quand l'État oblige, même si le salarié lui-même signe, reconnaît ne plus pour vouloir recevoir la cotisation, c'est pas possible. C'est ce que la loi dit, il y a obligation. Donc, voici un peu. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, le programme suit son cours. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche. Donc, vraiment, soyez là. Voilà, soyez là. Parce que tout ce qui va suivre, vraiment, on va rentrer dans l'environnement et c'est vraiment important. Voilà, donc la sortie aussi tient toujours pour le dimanche 8, le 7 pour le secourisme. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter bonne soirée. Merci vraiment pour votre présence. Beaucoup de personnes, beaucoup donc de contenu. Ça permet vraiment de rentrer dans toutes les zones même qui pouvaient nous aider à mieux comprendre ce cours-là. Donc, je vais vous souhaiter bonne soirée. Prenez soin de vous et toujours la santé, sécurité. Voilà, bonne soirée à vous. Oui, bonne soirée aussi à vous, M. Badou. Et il y a des choses à... Merci.